Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré au convoi de manifestants anti-vax et anti-pass, notamment au Canada, qui font des émules en Nouvelle-Zélande et maintenant en France. Ces camions autoproclamés convois de la liberté ont démarré samedi devant le Parlement à Ottawa et paralysent la capitale canadienne depuis plusieurs jours. À Wellington, hier, c'était aux alentours du Parlement néo-zélandais qu'un mouvement équivalent bloquait la ville. En France, un convoi se prépare maintenant à rouler vers Paris et Bruxelles. Ottawa a déclaré l'état d'urgence. Le maire de la ville juge la situation hors de contrôle. Critiqué pour son silence, le Premier ministre Justin Trudeau a finalement promis que le gouvernement fédéral serait présent. En France, bien sûr, les autorités sont en alerte. Alors, quel est ce mouvement canadien dans un pays réputé plutôt moins contestataire peut-être que d'autres? Et comment expliquer qu'il puisse paralyser la capitale Ottawa depuis une semaine? Quelle est l'ampleur et la spécificité des autres mouvements en Nouvelle-Zélande et maintenant en France qui disent s'inspirer des convois canadiens? Quelles sont les réponses politiques? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir avec nous par Skype de Montréal Martin Geoffroy. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur du CEFIR, le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Bienvenue à vous. Bonsoir. Nous avons également en duplex de Bruxelles Serge Jaumin, bonsoir, historien, professeur à l'ULB et co-directeur des Américas, le Centre interdisciplinaire d'études des Amériques. Bienvenue à vous également. Bonsoir. Michel Fize est avec nous, sociologue, auteur de « Quelle était belle ma révolution ?» des gilets jaunes au pass sanitaire en passant par les gilets rouges. Bienvenue. Merci. Nous avons également Virginie Hertz avec nous. Virginie, bonsoir, chroniqueuse internationale à France 24. Et puis, nous avons également notre correspondant sur place à Ottawa, François Riouet. François, donc, qui va démarrer cette émission. Parce que tout a commencé, comme je le disais, au Canada, en Colombie-Britannique notamment, où le cortège le plus important autoproclamé convoi de la liberté quitte cet État pour se diriger vers Ottawa. Plusieurs milliers de camionneurs ont choisi de converger vers la capitale canadienne pour dénoncer l'obligation vaccinale imposée à tous les transporteurs qui reviennent au Canada après avoir passé la frontière américaine. Une obligation également valable d'ailleurs côté américain. Et ils ont donc traversé 4300 kilomètres émaillés avant d'arriver à Ottawa où ils bloquent les alentours du Parlement toujours aujourd'hui. On écoute tout de suite le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Des individus essaient de bloquer notre économie, notre démocratie et la vie quotidienne de nos concitoyens. Il faut que cela cesse. Les gens d'Ottawa ne méritent pas d'être harcelés dans leur propre quartier. François Riouet, donc à Ottawa. On peut dire que ces fameux convois n'ont pas écouté le Premier ministre canadien. Ils sont bien toujours là. Oui, effectivement, petite précision, nous sommes de retour d'Ottawa où nous avons passé les derniers 3 jours en reportage de retour ici au bureau à Montréal. Mais simplement pour revenir effectivement sur ces chiffres, ce sont, selon les autorités et le chef de la police d'Ottawa, près de 3000 poids lourds qui ont afflué vers la capitale le 28 janvier dernier, certains pour seulement un jour ou deux, et qui effectivement 12 jours plus tard sont toujours là. Selon les derniers chiffres que nous avons pu collecter, c'est 1 millier de poids lourds qui sont dans cette capitale d'Ottawa et environ la moitié d'entre eux dans ce qu'ils appellent la zone rouge autour de cette colline parlementaire où d'ailleurs les débats à l'Assemblée se sont poursuivis et ont parfois été très vifs entre Justin Trudeau et l'opposition conservatrice notamment. Ce sont donc 500 camions toujours dans ces rues qui les bloquent. Certains ont enlevé leurs pneus. Ils n'ont pas du tout l'intention de partir. Ils nous l'ont dit et répété ces 2 derniers jours. Ils demandent tout simplement la levée de toutes les restrictions sanitaires à travers le pays, tout ce qui est lié à la pandémie. Et puis, pour certains, ils n'hésitent pas à demander jusqu'à la démission du Premier ministre Justin Trudeau. Alors François, que disent les habitants de la capitale ?
Oui, alors effectivement, les habitants de la capitale qu'on a pu croiser, évidemment, les riverains directs étaient extrêmement fatigués après 10-11 jours de klaxons intempestifs, 2 jours et 2 nuits, beaucoup de bruit dans ce quartier de la capitale administratif finalement, et les gens étaient extrêmement fatigués. Il y a eu énormément de tensions entre les riverains et ces manifestants et les chauffeurs de camions notamment. Il y a une partie d'entre eux à travers le pays, selon les derniers sondages, environ un tiers qui comprennent le message porté par cette manifestation, cette demande de la levée de certaines restrictions, levée qui est de facto effective à travers certaines provinces, en l'Alberta ces dernières heures, suite à l'évolution de ce variant Omicron finalement. Et donc, ils demandent cette levée des restrictions, mais beaucoup condamnent finalement, les 2 tiers au moins finalement qui ont été sondés. Et puis évidemment, les habitants d'Ottawa condamnent la façon dont ces manifestants procèdent, occupent la place et parfois finalement harcèlent les gens, leur demandent d'enlever leur masque à l'entrée des magasins. Essaient de porter un message assez violent, sans parler du traitement que certains manifestants, pas tous, réservent aux journalistes canadiens notamment, qu'ils accusent d'être des messagers du diable, d'être au service d'un grand complot finalement. Et c'est ce qu'on retrouve dans le narratif, encore une fois pour certains, de la mouvance QAnon. Merci beaucoup François. Martin Geoffroy, donc qui sont-ils ? François parlait justement de mouvements complotistes à l'instant. Est-ce que ce sont des ultra-conservateurs principalement au Canada ? Là, est-ce qu'on parle au Canada ou à Ottawa ? On parle des gens qui sont à Ottawa en ce moment, on va surtout parler de ça. Voilà, à Ottawa. Écoutez, à Ottawa, c'est une collection de groupuscules très variés. Vous avez des groupuscules de l'extrême droite, de l'Ouest canadien, et vous avez des groupuscules d'extrême droite du Québec. Et par exemple, cette manifestation d'Ottawa, ce siège qu'on appelle maintenant, a été organisé au départ par un individu qui s'appelait Dan King et qui est le chef, en quelque sorte, d'un parti marginal dans la province canadienne de l'ouest de l'Alberta, un parti qui s'appelle le Maverick Party. Et c'est un parti d'extrême droite en Alberta qui désire la sécession des provinces de l'Ouest du reste du Canada. Alors, et à l'opposé de ça, vous avez des mouvements d'extrême droite québécois qui veulent la sécession du Québec du reste du Canada. Et vous savez, ce sont des gens qui ne se parlent pas beaucoup habituellement, qui ne s'aiment pas beaucoup. Mais là, ils ont une telle haine de la démocratie libérale, ils ont une telle haine du gouvernement de Justin Trudeau et des autorités en général qui se sont réunis à cause des mesures sanitaires dans une cause commune. Vous avez aussi à Ottawa des sectes qui sont présentes à Ottawa, qui sont contre les mesures sanitaires. Je pense que vous connaissez en France les Raéliens. Les Raéliens sont sur place, les Raéliens québécois. Vous avez même une dame qui prétend être la reine du Canada autoproclamée, Madame Di Dulot. Ça a été l'occasion, ce siège, parce qu'il a été réussi jusqu'à un certain point, de réunir tous les gens qui en ont contre les mesures sanitaires et qui sont anti-vaccins et qui ne sont pas vaccinés en général. Vous avez aussi même des influenceurs New Age qui vont se retrouver là parce que ils n'aiment pas les mesures sanitaires, ils n'aiment pas la médecine traditionnelle. Et la pandémie a été une occasion où ils ont ressenti un peu plus le goulot se resserrer sur eux dans ce qu'ils font habituellement, leur thérapie alternative, parce que ils ont pour la plupart un discours sur les vaccins, que les vaccins, par exemple, seraient des poisons. Je pense que vous avez les mêmes discours en France, que les vaccins seraient des poisons, qu'on ne veut pas se faire vacciner parce que le gouvernement y a introduit des puces électroniques pour nous contrôler, etc., etc. Et derrière ça, vous avez des mouvements d'extrême droite qui ont des idéologies politiques très, très arrêtées. Et bon, vous parliez des demandes qui étaient faites au gouvernement canadien à Ottawa. Oui, on va y revenir justement de l'aspect politique. Je vais faire réagir Serge de Jomain également à ce que vous avez dit. Est-ce que ce sont donc plutôt un ensemble de groupuscules, c'est ce qu'expliquait Martin Geoffroy. J'ai lu d'ailleurs que c'était soutenu par Donald Trump, par son fils et également par Elon Musk qui tweete un message d'encouragement aux chauffeurs canadiens qui assurent, a-t-il dit, le milliardaire américain.
Oui, vous avez parfaitement raison. En fait, on peut dire que c'est une coalition d'opportunistes. C'est toute une série de personnes, comme on vient bien de le souligner, qui viennent finalement d'horizons très divers, qui n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est cette opposition au gouvernement fédéral et même, pour certains, à la démocratie canadienne. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Toutefois, il faut tout de même aussi se rappeler que le premier élément de cette manifestation, c'est l'opposition à l'obligation vaccinale. Et sur ce point, il faut dire que les Canadiens sont divisés. Et donc, au départ, il y a de la part des routiers canadiens la volonté de dire très clairement qu'une partie d'entre eux, en tous les cas, et c'est une infime minorité parce qu'on considère que 90% des routiers sont vaccinés, mais une petite minorité qui ne l'est pas s'oppose au fait que lorsque les chauffeurs reviennent des États-Unis, ils doivent impérativement être vaccinés. Donc il y a là une obligation vaccinale que le gouvernement leur a imposée, comme il l'impose également aux fonctionnaires. Et c'est un élément très important parce que c'est autour de ce petit élément, si je puis dire, qu'il y a eu une cristallisation des oppositions. Et donc derrière ça, le convoi qui s'est appelé Convoi pour la liberté a revendiqué la liberté vaccinale, mais aussi toute une série d'autres libertés. Et c'est important aussi de souligner qu'une des particularités au Canada, c'est que les chauffeurs routiers sont généralement des propriétaires de leurs camions. Et donc ils viennent, ce sont des indépendants, ils font en quelque sorte ce qu'ils veulent avec leurs camions. Ce qui n'est pas le cas en Europe, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui, bien mais sûr. Un élément important qui est en train d'apparaître pour le moment, c'est le fait que sur toute une série de camions, il y a des autocollants qui reprennent les noms d'une série de sociétés et ça gêne beaucoup différentes sociétés canadiennes, différentes entreprises qui se trouvent là dans des situations différentes. Dernier point, c'est particulier parce que Ottawa est réputée comme une ville extrêmement tranquille. Il est très rare que l'on ait de grandes manifestations et surtout des manifestations de cette ampleur, c'est la toute première fois. Virginie, le Maverick Party, d'ailleurs, le tout premier parti, justement, a mobilisé des fonds, d'après ce que j'ai vu, via les réseaux sociaux pour soutenir tous ces chauffeurs routiers. Certains brandissent d'ailleurs le slogan de King Jong Trudeau. C'est allé très loin et d'ailleurs, ça a vraiment bloqué parce que là, ce sont des routiers. C'est ce qu'expliquait à l'instant, justement, Serge Jaumain. Oui, au départ, il faut rappeler effectivement que ce sont des routiers qui se sont mobilisés parce que sans vaccin, ils ne pouvaient pas, sans passe vaccinal, ils ne pouvaient pas se rendre aux États-Unis. Et donc, c'est ça qui a cristallisé le mouvement au départ. Mais ce qui a ensuite, tous ceux qui, effectivement, trouvaient que les mesures de confinement successives, plus l'obligation vaccinale allaient trop loin, se sont mobilisés autour de ça. Mais au-delà de, finalement, cette question du pass vaccinal, finalement, on a l'impression que ce mouvement agrège des déçus de la démocratie, des gens qui font plus confiance. On sent une défiance vis-à-vis de la démocratie. On entend dans les reportages de nos correspondants quand ceux qui s'expriment, qu'ils soient extrémistes ou pas, disent nous, on veut qu'on nous entende, on veut qu'on ait le peuple, nous aussi on est le peuple. Et donc, ils expriment un besoin d'expression. Enfin, ils veulent s'exprimer directement, effectivement, sans passer par les institutions classiques dans lesquelles ils n'ont absolument plus confiance. D'ailleurs, d'où WhatsApp, d'où les réseaux sociaux. Et ça, c'est des points communs qu'on retrouve en France, puisqu'en France, donc, 6 convois de covoiturage ou de particuliers à bord de leurs véhicules ont quitté leur ville, Bayonne, Nice ou encore Strasbourg. Les manifestants vont vers Paris. Ils vont se retrouver à Paris ce week-end et probablement rejoindre Bruxelles la semaine prochaine pour une convergence européenne. On fait le point. Ils se préparent à traverser la France pour faire entendre leurs revendications jusqu'à Paris et Bruxelles. Leur slogan, non au pass vaccinal, oui à la liberté, à toutes les libertés. La liberté d'expression, la liberté de ne pas être vacciné, la liberté de... On revendique surtout pour nos enfants, nos petits-enfants, quoi. Moi, je suis dans un pays libre, je suis né libre et je veux rester libre, tout simplement. La liberté, la liberté, la liberté, la liberté de choisir, la liberté de vivre, normalement, correctement, librement.
Début du premier convoi français dit de la liberté ce matin à Nice. Là, on a vite fait aménager, on a pris son matelas, là. Il rentrait pile poil dans la voiture. Et voilà, un peu de vivres, un peu d'eau. Le nom du mouvement vient du Canada. L'objectif est d'imiter les routiers d'outre-Atlantique. On est le peuple et on a le droit d'être ensemble et de dire qu'on n'est pas d'accord. Et lui, il a 13 ans et je vois pas pourquoi on va l'obliger à faire quelque chose qui lui servira à rien, on dira. Je suis dans le médical, donc j'ai été suspendu, donc j'ai le temps. À l'image de ce préparateur en pharmacie, plusieurs personnels soignants suspendus parmi les manifestants, mais aussi d'anciens gilets jaunes. Le pass vaccinal n'a fait qu'accentuer leur colère. On a manifesté pratiquement tous les samedis, tout ça. Mais apparemment, les manifs, ça bouge pas. Donc là, il y a eu cette initiative de faire un convoi comme au Canada. On va essayer de le faire. Si ça peut porter ses fruits, allons-y. Contrairement au Canada, très peu de camions pour l'instant, mais quelques dizaines de motos et de voitures désormais sur l'autoroute. Le convoi pourrait grossir au fur et à mesure des villes traversées. Michel Fize, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, le fait que ces mouvements fassent tache d'huile, d'abord en Nouvelle-Zélande, maintenant en France? Est-ce qu'ils sont différents, justement, ces Français qui vont vers Paris puis vers Bruxelles? Ils sont différents des Canadiens, tout en s'inspirant. On retrouve ce mot de liberté. Écoutez, je crois qu'au fil de la conversation, nous nous rapprochons enfin du sujet. Quel est le sujet? J'entendais votre chroniqueuse, je crois, parler de déçus de la démocratie. Mais pas du tout. Ce sont des déçus de l'absence de démocratie. Il faut quand même rappeler quelques règles fondamentales liées à ce terme. La démocratie, c'est le consentement, c'est le consensus, c'est l'agrégation de la majorité des citoyens à la fabrication de la décision politique. Donc, ce que ces pays incarnent, ce sont des oligarchies, pas des démocraties. Alors, ce qu'on appelle pudiquement démocratie libérale, mais ça n'a plus qu'un lointain souvenir avec effectivement le sens, je dirais, athénien de la démocratie. Donc, les gens protestent contre l'absence de pouvoir de participer à la fabrication de décisions. Voilà. Et obligation, évidemment, obligation vaccinale en l'occurrence, il est évident que c'est un mot qui fait tâche dans l'univers de la démocratie. Puis, comme je le disais, la démocratie, ce n'est pas la contrainte. La démocratie, c'est le consensus. Voilà. Alors, évidemment qu'il y a des convergences entre la France et le Canada, enfin Ottawa en particulier. Alors, d'abord, il faut quand même souligner que les chauffeurs routiers, qu'ils soient indépendants ou pas, ne sont pas des manifestants comme les autres. Ce sont des manifestants puissants. Ils ont la capacité de bloquer les routes, de bloquer des centres-villes. On le voit au Canada, mais on le voit aussi en France quand il y a des opérations escargots. Voilà, donc, encore une fois, le fond, le background, si vous me permettez ce mot, de cette affaire, c'est un monde qui est en pleine décomposition, avec un écart entre les richesses accumulées par les uns, notamment à l'occasion de la crise sanitaire, et la pauvreté dans laquelle s'enfoncent des millions de gens de par le monde. Voilà, c'est ça qui ne va pas et c'est ça qui est insupportable. Car derrière la colère, il y a la souffrance. Alors, il y a beaucoup de souffrance derrière tout ceci. Oui. Martin Geoffroy, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michel Fize? Vous pourriez dire ça également à Ottawa, que c'est parce que la population est en souffrance, parce qu'en fait, ils ne se sentent plus représentés, que ce n'est plus une vraie démocratie? Le Canada est très différent de la France, là. À un moment donné, les comparaisons, il faut arrêter. Au Canada, monsieur parlait de consensus social. Moi, je pense que que ce soit par rapport au pass sanitaire, au pass vaccinal, ou au vaccin, il y a consensus au Canada. Environ 90% de la population s'est fait vacciner à 2 doses. On a vacciné les enfants. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. On a je pense, plus de 62% de la population qui est en désaccord avec ce qui se passe en ce moment à Ottawa et dans d'autres villes canadiennes avec ce convoi de camionneurs. Et en passant, il y a une chose importante qu'il faut dire. On a été protesté contre Trudeau parce qu'il a imposé le pass vaccinal pour aller aux États-Unis. Mais de l'autre côté de la frontière, Joe Biden impose aussi le pass vaccinal. Donc, quand même que Trudeau
voudrait enlever le pass vaccinal pour les camionneurs, ils ne pourraient pas se rendre aux États-Unis à ce moment-là. Donc, ça ne change rien. Est-ce qu'il y a une défiance tout de même une défiance à l'égard des autorités, ou est-ce qu'effectivement le mouvement est beaucoup plus un mouvement d'extrême droite, comme vous l'aviez décrit? Est-ce qu'il y a une défiance plus globale à l'égard des autorités politiques à Ottawa et peut-être plus largement au Canada? Je pense que ce n'est pas le même type de défiance qu'en France. La défiance est beaucoup moindre qu'en France. C'est parce que vous faites des comparaisons avec la France. En France, vous avez généralement près de la moitié de la population qui croit à diverses théories du complot. Ici, au Canada, c'est à peu près 25% de la population dans tous les sondages qui croient aux théories du complot. Donc, il y a beaucoup plus de confiance aux institutions ici au Canada, généralement. C'est sûr qu'avec la pandémie, cette confiance-là a été relativement ébranlée. Mais encore là, quand monsieur parle qu'il y a beaucoup de pauvreté à cause de la pandémie au Canada, le Canada est un des pays qui s'est le mieux tiré économiquement de la pandémie. C'est-à-dire que pour tous les gens qui ont perdu leur emploi au Canada, le gouvernement donnait des prestations spéciales pour s'en sortir. Il a donné aussi beaucoup de prestations aux entreprises. Et l'économie canadienne, malgré la pandémie, se porte extrêmement bien en ce moment. Nous avons un taux de chômage qui est très bas. Et même, je vous dirais que dans plusieurs métiers, il y a pénurie au Canada, dans l'enseignement, dans les hôpitaux. Il y a une pénurie d'emploi, de pénurie de personnel. Alors moi, quand monsieur me raconte qu'il y a une énorme pauvreté au Canada, que les gens se révoltent parce qu'ils ont écopé de la pandémie, c'est le contraire. Nous sommes très prospères. Serge Jomain, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Martin Geoffroy, ou plutôt d'accord avec Michel Fize? Est-ce qu'il y a une défiance à l'égard des autorités au Canada également, peut-être plus générale que simplement ce mouvement? Alors, je serais, je dirais, un tout petit peu plus nuancé. D'abord, sur le fait que lorsque l'on dit qu'il y a 90% de la population qui est vaccinée, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 90% de la population qui considère que l'obligation vaccinale est quelque chose d'acceptable. Il faut se rendre compte qu'il y a une opposition de plus en plus grande au Canada face à l'obligation vaccinale. Elle est loin d'être majoritaire, mais il y a un certain nombre de personnes qui soutiennent ce point. D'ailleurs, le principal représentant du Parti libéral canadien pour le Québec, le chef des, si vous voulez, des députés québécois du Parti libéral fédéral, vient de critiquer très vivement son chef, Justin Trudeau, quant à la manière dont la crise est gérée. Et donc ça, c'est un autre élément sur lequel il faut insister, c'est le fait que c'est évidemment très difficile de gérer cette crise, mais le gouvernement fédéral a été très dur en appliquant cette obligation vaccinale aux camionneurs, et bien honnêtement, un certain nombre de Canadiens ne comprennent pas cette décision. Il faut savoir que l'économie canadienne est très liée aux États-Unis, et en obligeant les routiers à être vaccinés, on savait bien qu'un certain nombre d'entre eux allaient refuser et que ça allait poser des problèmes d'approvisionnement. Alors on n'en est pas encore là, mais il est clair qu'un certain nombre de Canadiens sont critiques par rapport à ça. Il faut savoir que le Premier ministre a été relativement discret. Alors il y a différentes raisons, il a été touché lui aussi par la COVID, mais globalement, il a été très discret dans cette crise, aussi parce que c'est très difficile à gérer. Il faut se rendre compte qu'à Ottawa, on considère d'abord que ce sont les autorités d'Ottawa qui doivent gérer, mais la police d'Ottawa est complètement débordée. Au-dessus d'elle, il y a le gouvernement provincial, mais le gouvernement provincial est quasi aux abonnés absents, et donc il renvoie vers le gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral est très prudent, parce qu'il faut se rendre compte que peut-on faire face à des routiers, certains l'ont dit, ils ont démonté leurs pneus et tout, ils sont très difficiles à bouger. Alors on pourrait envoyer l'armée, mais on a des souvenirs de l'envoi de l'armée par un autre Trudeau, le père de Justin, en 1970, en octobre 70 au Québec. Ça avait mal tourné, et donc on sent que tout le monde est très mal pris dans cette histoire. Mais c'est vrai
qu'il y a une défiance d'une partie de la population canadienne, non pas par rapport aux institutions démocratiques, et donc il ne faut pas mélanger ces mouvements d'extrême droite qui sont présents là et qui veulent effectivement la disparition quasi de la démocratie canadienne, et un certain nombre de Canadiens qui, tout à fait démocrates, mais qui considèrent que la manière dont la crise est gérée pour le moment pose problème, à tort ou à raison. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est en train de se développer, et surtout à un moment où, dans toute une série de pays, il faut bien le reconnaître, on est en train de reculer sur l'obligation vaccinale. Nous sommes ici, je suis ici en Belgique, voici quelques semaines, on parlait de l'obligation vaccinale. Aujourd'hui, elle semble quelque chose que l'on ne va pas imposer à l'ensemble de la population. Alors, on ne l'a pas imposé à l'ensemble de la population au Canada, mais l'imposer à un groupe comme ça peut poser problème. On voit bien l'embarras, bien sûr, des autorités politiques de Justin Trudeau. C'est vrai que le mouvement, de toute façon, il y a toujours une forme de politisation. En France, déjà, la France insoumise a dit qu'elle soutenait ce mouvement, donc qui se constitue autour de ces convois. On va écouter justement Adrien Quatennens, le numéro 2 des Insoumis. Nous ne sommes pas d'accord avec l'idée que soient maintenues durablement des logiques liberticides comme celles que l'on voit, qui d'ailleurs ne sont pas en mesure. Je ne vais pas vous refaire toute la discussion qu'on a déjà eue 1000 fois sur ce plateau. Vous appelez les Français à rejoindre ces convois ? Mais écoutez, il faut voir la liste des revendications dans le détail. Mais s'il s'agit de défendre la liberté, de dire qu'on doit abroger le pass vaccinal, oui, je vous le dis. D'ailleurs, je vous le dis, Jean-Luc Mélenchon élu au mois d'avril n'attendra pas l'été pour l'abroger. Au Canada, c'est pas sur le pass vaccinal, c'est sur le vaccin. Il y a aussi la question du pouvoir d'achat en France. Et j'ai vu certains qui ont l'intention d'utiliser ces convois pour en quelque sorte revenir avec des revendications qui n'ont pas été satisfaites des Gilets jaunes, et évidemment que nous les soutenons toujours. Virginie, on a 2 mois des élections présidentielles, donc forcément, ça a un impact. Marine Le Pen, elle, a dit comprendre ce mouvement, donc ça risque peut-être de compliquer un petit peu aussi cette campagne. En tout cas, ça s'insère, ça s'immisce dans la campagne. En tout cas, c'est sûr que c'est ce que craint le gouvernement français, avec Emmanuel Macron en particulier, avec effectivement cette expérience des Gilets jaunes. Donc, le ministre de l'Intérieur est sur le qui-vive. Peut-être juste pour réagir, effectivement, il y a 2 revendications ou deux thèmes de ce mouvement. Il y a la liberté de ne pas se vacciner, et la revendication et la protestation aussi contre la hausse des prix du pétrole. En particulier, ce sont essentiellement des voitures, du covoiturage qui vont former ce convoi. Une très grosse différence avec le Canada. Hein. Ce ne sont pas des chauffeurs routiers. Ce ne sont pas des chauffeurs routiers. Effectivement, les syndicats français de camionneurs n'ont pas appelé à manifester. Les situations sont très différentes. Les camionneurs en France n'ont pas besoin de passe vaccinal pour traverser les frontières. Mais ce qui est quand même le parallèle, et je rebondis quand même sur ce que je disais tout à l'heure, sur la défiance de la démocratie ou de la démocratie libérale, pour préciser effectivement et pour répondre à Michel Fize, il y a effectivement cette pandémie à ébranler la confiance des citoyens envers ceux qui les gouvernent. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes ont pris à un moment donné des décisions à l'aveugle. Ils n'ont pas forcément reconnu qu'ils ne savaient pas exactement quoi prendre comme décision. Ils ont pris parfois aussi des décisions incohérentes, sans forcément reconnaître derrière que oui, dans une pandémie comme ça qui est inédite, parfois on ne sait pas véritablement. Et le fait de ne pas dire on ne sait pas a plongé beaucoup de citoyens dans l'incompréhension la plus totale. Et quand on ne comprend pas, on essaie tout simplement de trouver l'explication parfois la plus simple, et on verse parfois dans le complotisme, où c'est aussi ce qui peut se produire à ce moment-là. Martin Geoffroy, vous avez été surpris que le mouvement fasse tache d'huile d'abord en Nouvelle-Zélande et maintenant en France, peut-être dans d'autres pays ? Je pense qu'on copie tout simplement une formule qui semble avoir eu du succès, mais quand même, il y a des énormes différences là dans ce que vous dites avec la France, parce que ici, là, c'est pas un mouvement de gauche, parce que les partis de gauche ici, que ce soit le NPD au fédéral ou Québec solidaire au Québec, ils sont pour le pass vaccinal, ils sont pour les mesures sanitaires. C'est vraiment un mouvement au Canada qui est contre l'ensemble des mesures sanitaires, qui vient de la droite et surtout de l'extrême droite. Alors, il n'y a pas de rapport avec le mouvement qui est en train de naître en France, qui est aussi à gauche qu'à droite finalement. Ici, et aussi, quand on parle spécifiquement de ce qui est arrivé à Ottawa, c'est beaucoup plus une mauvaise organisation policière
qui a fait en sorte qu'on se retrouve avec ce gâchis aujourd'hui. Parce qu'il y a eu le même type de manifestation à Québec le week-end passé, et ça s'est très bien passé. Ils sont allés 2 jours, ils ont manifesté et ils sont repartis. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec et la mairie de Québec se sont organisés pour maîtriser les camions, pour ne pas qu'ils rentrent dans la capitale, et ça s'est très bien passé. À Ottawa, ils ont été dépassés. C'est comme s'ils n'avaient pas vu venir les mouvements extrémistes. Et encore une fois, je le rappelle, oui, il y a beaucoup de gens parmi les gens d'Ottawa qui sont peut-être des camionneurs, mais c'est une infime minorité. C'est vraiment un agrégat de groupes de pression politique en tout genre, et on se sert finalement on se sert du problème, de la problématique des camionneurs qui est maintenant loin derrière. On se sert de cette problématique-là pour finalement faire avancer son agenda politique. Et d'ailleurs, aujourd'hui en Alberta, le premier ministre Jason Kenney a dit qu'il levait le pass, que c'était plus nécessaire le pass vaccinal. Alors, bon, dans un contexte où au Canada en ce moment, on est en train de déconfiner, moi je trouve que dans tous ces débats-là sur la démocratie, on oublie une chose, et une chose importante, c'est les recommandations de la santé publique. Et c'est là que le complotisme arrive en jeu, parce que quand on en est rendu, parce que c'est ça qui arrive en ce moment au Canada et ailleurs, peut-être dans d'autres pays, on verse dans le populisme. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que les gouvernements réagissent justement à l'intimidation, à la vindicte populaire, et n'écoutent plus les conseils des experts et de la santé publique. Parce que ce sont eux les experts du virus et de la pandémie. C'est pas vous, c'est pas moi. Oui. Alors, moi, je pense qu'il faut suivre les recommandations de la santé publique. Et si on parle des camionneurs, qu'on dit qu'ils ne veulent pas nuire à l'économie, que ça nuit à l'économie, que les camionneurs canadiens ne puissent pas traverser la frontière. En ce moment, vous avez un groupe de camionneurs qui bloquent le pont de Windsor au Canada, qui est un pont extrêmement important pour justement le transport des denrées entre le Canada et les États-Unis. Alors, s'ils disent que ça nuit à l'économie, pourquoi ils sont en train eux-mêmes de nuire à l'économie en bloquant une artère très importante pour le transport des denrées entre le Canada et les États-Unis. Oui. Alors, moi, je pense que c'est pas... On est rendu à autre chose. On est rendu à... On veut remettre en question la démocratie libérale parce qu'il y a des groupes à Ottawa qui ont carrément rédigé une nouvelle constitution dans laquelle ils deviendraient les maîtres du pays. Donc, ils sont une menace à la démocratie pour vous, ces mouvements? Oui, ces mouvements d'extrême droite-là sont des mouvements qui sont une menace pour la démocratie. Et Ottawa, en ce moment, c'est un siège. Hein? C'est pas quelque chose, c'est pas une manifestation ordinaire, c'est un siège. La police, comme vous le disiez tout à l'heure, n'a plus le contrôle. Alors moi, je trouve que franchement, je vais dire le mot, on est à 2 doigts du terrorisme. Ah. Serge Domin, vous êtes d'accord avec Martin Geoffroy, justement, dans cet arbitrage à faire entre liberté et santé, ce qu'il vient de dire, justement, en parlant de siège, de menace de la démocratie? Alors, donc c'est clair qu'effectivement, on est dans un moment problématique au niveau de la démocratie. Alors, je voudrais tout de même souligner plusieurs choses. Donc, c'est vrai qu'on dit que ça a été mieux géré à Québec qu'à Ottawa, mais il faut savoir que lorsque les camions sont arrivés à Québec, ils étaient déjà à Ottawa depuis un moment. Donc, la police a pu gérer les choses autrement. En ce qui concerne le pont qui est bloqué, évidemment, c'est une volonté forte des camionneurs, finalement, de paralyser l'économie. C'est assez clair. Mais c'est une petite minorité, là-dessus on est d'accord. Ce sont des camionneurs avec toute une série de personnes autour d'eux. Ils sont même venus avec leur famille et tout. Mais un certain nombre d'entre eux sont donc vraiment des camionneurs très engagés dans la lutte. C'est vrai qu'on a vu fleurir toute une série de messages d'extrême droite, de messages aussi racistes et autres. Enfin, toute une série de choses très désagréables que l'on a vues
là. Ceci dit, à nouveau, je voudrais tout de même souligner qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui est opposée à l'obligation vaccinale. Il y a aussi au Canada, je le rappelle, un certain nombre d'élus et d'élus de gauche et notamment donc un représentant du Parti libéral qui a pris très clairement ses distances par rapport à son Premier ministre. Donc, il y a un véritable débat. Ce qui est vrai, c'est que là, on a donc des groupes d'extrême droite. Et quand vous demandiez quels sont les liens d'un pays à l'autre, on n'a pas encore souligné, mais il faut tout de même se dire qu'il y a aussi ici probablement une volonté de réfléchir à ce qui s'est passé aux États-Unis. Voici quelque temps. Et donc, on a en tête, évidemment, le 6 janvier 2020. Et ce n'est pas par hasard si Donald Trump a salué, et son fils également, les manifestants au Canada. C'est parce que pour eux, il y a là quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont voulu faire aux États-Unis. Et moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est le modèle américain, cette société très divisée, qu'on essaye d'exporter au Canada, avec peu de succès. Il faut être d'accord là-dessus. Enfin, un succès pour l'instant, puisque Ottawa est toujours moins divisé. Oui, beaucoup moins divisé, mais Ottawa est toujours bloqué. Oui, mais oui, c'est exact, mais enfin, donc c'est le centre d'Ottawa et c'est une petite minorité qui est là, bien entendu, mais il y a une volonté de faire pression sur les institutions démocratiques, comme on a voulu le faire aux États-Unis. Mais globalement, la société canadienne n'est pas coupée au couteau, comme vous l'avez aux États-Unis, avec deux bulles qui ne se parlent quasiment pas. Une grande majorité de la population est très clairement derrière les mesures vaccinales, derrière le Premier ministre. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais il faut savoir que des élus tout à fait démocratiques, comme des élus du Parti conservateur, qui ne sont pas du tout d'extrême droite, ils sont très à droite, mais ce n'est pas l'extrême droite, soutiennent un certain nombre d'éléments qui sont donnés par les camionneurs. Et donc, on a vu certains utiliser le slogan « Make Canada Great Again ». On a vu les drapeaux américains. Mais c'était une instrumentalisation, Serge Aubin ? C'était une instrumentalisation politique ? Oui, très probablement. Il est clair qu'il y a un certain nombre de groupes d'extrême droite qui ont profité de cette occasion parce qu'ils ont peu de moyens de se faire entendre, surtout au Canada. Et donc, ils utilisent cette possibilité d'avoir les médias canadiens, mais finalement aussi les médias du monde entier qui sont en train de les regarder. On fait une émission, c'est rare qu'on fasse une émission sur Ottawa. Donc, du coup, ils utilisent cela pour se faire valoir et pour mettre en avant un certain nombre d'idées qui ne sont pas partagées par l'ensemble de la population canadienne. Donc c'est une toute petite minorité, mais ils bénéficient d'une caisse de résonance extraordinaire et donc ils utilisent la question du pass vaccinal, de l'obligation vaccinale pour faire valoir leurs revendications. Virginie, on peut dire tout de même que ça révèle un petit peu tous ces mouvements qu'on a retrouvés d'ailleurs anti-pass, anti-vax, les fractures de la société. Oui, les fractures de la société. Tout à l'heure, je disais les fractures des démocraties libérales, la contestation, enfin le manque de confiance ou la défiance des citoyens envers ceux qui les gouvernent, envers les institutions, parfois manque de cohérence. On peut faire le parallèle aussi sur les élections, sur l'abstention, par exemple, qu'effectivement, et là, ça va être intéressant de suivre en France qui va voter, qui va se mobiliser pour voter, qui va aller dans la rue. Est-ce que là, c'est une nouvelle résurgence du mouvement des Gilets jaunes. Il y a quand même l'aspect économique qu'on a relativement peu traité dans cette émission, qui est quand même l'augmentation du prix de l'énergie suite à cette pandémie qui divise la société. Et effectivement, tout à l'heure, Michel Fisz parlait... On aimerait bien l'avoir avec nous, Michel Fisz, mais malheureusement, il y a un problème de connexion. Michel Fisz qui soulignait effectivement que la différence économique entre les plus riches et les plus pauvres était en train de se creuser. Ça aussi, c'est en train de saper les fondements de la démocratie et c'est peut-être ces éléments qu'on retrouve dans ces différents mouvements avec évidemment dans chaque pays des spécificités dues à leur système politique et notamment le fédéralisme au Canada. Martin, Geoffroy, pour conclure, je vais faire un dernier petit tour de table. Ça révèle vraiment des fractures tout de même au sein de la société canadienne, ce qui se passe aujourd'hui ? Bien sûr que ça révèle des fractures et une recherche que nous avons publiée il y a 1 an sur les événements reliés à l'extrême droite au Québec et la violence
de 2010 à 2020 a montré que ces événements au Québec et aussi au Canada étaient en augmentation significative et que l'année 2020, qui avait été la première année de la pandémie, avait été l'année où il y avait eu le plus d'actes de violence au Québec et au Canada reliés à l'extrême droite. Donc, ce qu'on constate en ce moment, c'est un point culminant de ces tactiques d'intimidation qu'utilisent les mouvements d'extrême droite au Canada et aussi le fait que depuis la pandémie, comme je vous le disais tout à l'heure, ces mouvements-là ont trouvé le moyen de fédérer et de faire du recrutement parmi des gens qui habituellement n'avaient pas nécessairement de rapport avec eux, mais de les fédérer dans les mesures anti-sanitaires, quoi. Il nous reste 30 secondes, Serge Aumain, est-ce que vous pouvez conclure effectivement aussi sur cette fracture, ces fractures peut-être révélées par ce groupe, oui, bien entendu, siège, ce sont des fractures qui existent. Ce sont des fractures qui existent dans toutes les sociétés. Elles sont probablement moins marquées dans la société canadienne que dans d'autres sociétés, mais elles existent. Et ces fractures sont en quelque sorte aggravées par la situation économique. Parce qu'il est bien vrai que la crise sanitaire a eu des conséquences économiques très graves pour un certain nombre de populations, même si on sait que les gouvernements, et notamment le gouvernement canadien, a fait beaucoup pour aider les personnes les plus pauvres, les plus démunies. Il y a une véritable... On a senti clairement ce qu'était un État qui était attentif à ces populations. Et il y a là quelque chose, effectivement, ici d'intéressant, parce que en voyant ces gros camions devant le Parlement d'Ottawa, eh bien, cela pose un certain nombre de questions et ça ouvre le débat certainement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à ce débat ce soir, Serge Aumain. Merci à vous, Martin Geoffroy. Merci à Michel Fize, qui manifestement, malheureusement, n'a pas pu rester avec nous pendant toute l'émission. Merci Virginie. Merci à François Riwen, notre correspondant au Canada. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restés avec nous sur France 24.